Bon, au moins on sait où est la princesse. Mais où est le... DreamWorks Pictures vous invite au pays des contes de fées. Hey! Oh non, 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 pas de viande froide à ma table! Mais où voulez-vous qu'on la mette? Y a quelqu'un sous la couette. Ben quoi? Où un surprenant héros Tu devrais investir dans les cachous parce que t'as une haleine de chiotte! sauve une charmante princesse Ouais, avait Oxy le dragon? Si, ça vient, Joxy aussi. d'un seigneur cruel et malfaisant. Avec l'aide de son fidèle ami. Ah, on va s'éclater, on se couche à pas d'heure, on se raconte des gnomberies, et demain matin, je te fais des gaufres secs. Cette année, un nom évoque l'action. Vous êtes très différente de ce que j'imaginais. Un nom évoque l'aventure. Confondez-le! Faut que je me dégote un psy balai si je veux pas finir l'histoire en vrac. Un nom Ne regarde pas en bas. Shrek! Je regarde en bas! évoque l'amour. C'est pas des choses à faire devant une princesse! Oh! Elle est encore plus dégueu que toi! Alors santé! Vous avez une flèche dans le derrière. Et ce nom est... Shrek! Shrek! Merci pour l'artiste. Dorénavant, les Il était une fois ne seront plus jamais les mêmes. Bon, tu aimes cette femme, oui ou non? Oui. Tu veux la choyer? Oui. La combler? Oui. Faut qu'elle craque, les salés ta tenderness! Shrek. Waouh! Je la veux encore! Non, non. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Métacritique. Bonne année. Oui, ok, je sais, on n'est pas encore arrivé en 2025, mais bon, je prends de l'avance comme ça, au moins je prendrai pas de retard comme la dernière fois là. Nous allons faire preuve d'originalité, oh là là, puisque nous allons parler d'un film qui a été à plusieurs reprises évoqué sur YouTube dans pléthore de critiques, que ce soit en anglais ou en français. Autant dire que cette métacritique n'a rien de surprenant. J'aimerais tenter d'expliquer le pourquoi est-ce que je fais une métacritique sur Shrek. Je pars du principe que finalement, il peut y avoir des choses pertinentes à dire sur ce film, même si, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce film qui a déjà été traité à de multiples reprises sur Internet? Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Mais je vais quand même tenter de rendre ma critique pertinente à regarder en espérant que je vais réussir le coup. Dans tous les cas, l'idée de parler de ce film me plaisait plutôt bien, donc c'est parti pour la métacritique de ce film d'animation, lauréat de l'Oscar du meilleur film d'animation, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir reçu cet Oscar. Autant vous dire que ce n'est pas n'importe quel film. Donc c'est parti pour la métacritique d'un dessin animé mythique, Shrek. Juste pour préciser par rapport à l'explication du pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, je pense que c'est aussi à cause du 5e opus, Shrek 5, qui est censé arriver le 1er juillet 2026. Donc je considère que le moment était venu pour moi de parler du premier, afin de pouvoir aussi revenir rapidement sur les autres, comme ça au moins ça sera fait. Shrek, premier du nom, est un dessin animé américain en images de synthèse qui a été réalisé par Andrew Adamson et Vicki Johnson. Le film sortira en 2001. Andrew Adamson qui a réalisé les 2 premiers films Shrek, il n'a pas réalisé les 2 derniers. Shrek le 3e a été réalisé par Chris Miller et Raman Hui, et Shrek 4, Il était une fin, a été réalisé par Mike Mitchell. Andrew Adamson qui du coup a réalisé les 2 premiers, mais est aussi connu pour avoir réalisé le premier opus de la saga du monde de Narnia. Saga qui a été notamment produit par Disney. Il a réalisé du coup Le Monde de Narnia, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique en 2005. Il va également réaliser le second opus du Monde de Narnia, Le Prince Caspian, sorti en 2008. Il ne réalisera pas le dernier opus du Monde de Narnia qui s'intitule Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, réalisé cette fois-ci par Michael Apted qui malheureusement décédera en 2021. Ce 3e opus sortira en 2010. Vicki Johnson est la co-réalisatrice du film Shrek. Elle a beaucoup travaillé pour un studio, le studio d'animation qui va justement produire cette saga que nous allons évoquer dans un instant. Elle participera à plusieurs films de ce studio, notamment Gang de requins, avant de s'éloigner de ce studio pour aller réaliser ses propres films, notamment un film du nom de Postgrad, qui est sorti en 2009. Elle va revenir dans le monde de l'animation en réalisant notamment un film qui s'intitule Eliane et le sortilège et qui vient de sortir cette année en 2024. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre le temps de présenter les 2 réalisateurs? Eh bien je pense qu'il fallait à un moment donné avec ce film présenter ces 2 réalisateurs, puisque ces 2 personnes ont quand même apporté leur talent au service de ce film qui est aujourd'hui l'un des dessins animés les plus connus des années 2000. Et aussi pour une raison plus simple, c'est que tout simplement les gens, quand ils pensent à Shrek, ils ne pensent pas à ces 2 réalisateurs. Ils pensent à un studio, le studio qui va, avec ce film, devenir l'un des studios d'animation les plus importants au monde. Vous le connaissez très très bien. Il s'agit bien évidemment de Travail de rêve. Hein? Attends quoi? Quoi?
J'ai dit quoi? Enfin, j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Quoi? Attendez, vous connaissez pas Travail de rêve? Travail de rêve? Vous ne connaissez pas ce studio? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez même pas ce... Attendez! Ah oui, pardon. C'est une mauvaise traduction en fait, désolé. Oh là là, mince. Oh pauvre de moi. En fait, si on traduit le mot travail de rêve en anglais, ça donne DreamWorks. Voilà, exactement, DreamWorks. Studio d'animation mythique, filiale de la DreamWorks SKG. C'est une société qui a été créée par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen en 1994. C'est une société qui distribue des films d'animation, certes, mais aussi des films de cinéma, de la musique, des programmes télévisés, des jeux vidéo également. Parmi les productions cinématographiques que DreamWorks a pu produire, on peut citer Gladiator et American Beauty. Et bien évidemment, vous avez tous les exemples des dessins animés qu'ils ont produits, Shrek, Gang de requins, Kung Fu Panda, Dragon, Les 5 légendes, etc., etc. Et rien que pour vous, je vais vous rediffuser le premier logo de la DreamWorks SKG. Et j'aimerais juste préciser que le logo que je viens de vous diffuser est encore utilisé aujourd'hui, notamment pour ce qui est des productions cinématographiques à prise de vue réelle de DreamWorks. Contrairement à la filiale de cinéma d'animation de DreamWorks qui, elle, a changé de logo au fil des années. Au casting de ce film, nous avons pas mal de têtes connues dans la version originale. Les principaux comédiens de doublage, à savoir Mike Myers pour Shrek, Eddie Murphy pour Lan, Cameron Diaz pour la princesse Fiona, John Lithgow pour Lord Farquaad, Chris Miller pour Geppetto, Cody Cameron pour Pinocchio, les trois petits cochons, etc., etc. Alors, petite spécificité entre les voix originales et les voix françaises, nous avons un acteur qui va partager sa voix entre les deux versions. Il s'agit de Vincent Cassel, l'un des acteurs français phares du paysage audiovisuel français du début des années 2000, qui va prêter sa voix à un personnage du nom de Robin des Bois. Ce dessin animé va tout défoncer au début des années 2000. À sa sortie, ce film va remporter un succès tel qu'il va engendrer 3 suites. Shrek 2, Shrek 3, le troisième plutôt, et Shrek 4, ainsi que des courts-métrages et des films dérivés. Ce film sera sélectionné en compétition au Festival de Cannes de 2001, et autre chose d'impressionnant avec ce film, c'est que c'est le premier film qui n'est pas un Disney à avoir été sélectionné par la NFR de la Bibliothèque du Congrès américain afin d'y être conservé, car ce film est considéré comme culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Franchement, bien joué DreamWorks, vous avez réussi à montrer à Pixar que vous êtes un concurrent de taille, car à l'époque, les seuls qui dominaient le cinéma, le dessin animé en 3D à l'époque, c'était Pixar, avec notamment l'un de leurs films majeurs, le premier long métrage en images de synthèse, c'est bien évidemment Toy Story, sorti en 1995. Alors, de quoi parle ce film? Film que vous avez dû voir à plusieurs reprises, donc vous devez bien connaître l'histoire. Eh ben, il s'agit de Shrek, un bon patriote qui vit tranquillement dans son marais, un coin tranquille où personne ne pourra venir le déranger. Mais un jour, il va constater qu'il y a toute une immigration massive de créatures étrangères, issues de plusieurs contes de fées que vous connaissez bien, Pinocchio, les trois petits cochons, Blanche-Neige, etc. Ces étrangers vont commencer à envahir son marais, ce qui bien évidemment va le mettre en colère. Shrek, en bon patriote qu'il est, va demander à ce que toutes ces créatures rentrent chez elles immédiatement. Sauf qu'elles ne peuvent pas, puisqu'elles ont été apparemment expulsées du château de Lord Farquaad. Agacé, Shrek, en bon patriote, va se rendre au siège social de l'Union Européenne, du château de Lord Farquaad, pour aller se plaindre à la direction. Parce que voilà, c'est pas bien, ils viennent nous envahir, ils sont dans nos campagnes, dans les villes, ils envahissent les réseaux et tout ça. Mais Lord Farquaad va proposer un marché à Shrek. Si il arrive à délivrer la princesse Fiona, alors il pourra enfin revenir à son marais tranquille. Shrek va donc s'exécuter. Le truc c'est que lorsque Shrek va libérer la princesse, il va y avoir de l'amour qui va commencer à s'installer entre les deux personnages, ce qui bien évidemment ne va pas plaire à notre cher Lord Farquaad. Autre souci, c'est que la princesse elle a un secret caché qu'elle peut pas révéler, c'est son secret, attention. Enfin bref, voilà l'histoire un peu remaniée à ma manière. Nous allons désormais passer à la métacritique du film Shrek. Ce film a vieilli. Pouf, oh là là, je commence déjà. Oui, ce film, je trouve qu'il a quand même vieilli. Ce film, c'est un vieux monsieur. C'est un vieil homme, ce film. C'est un vieil homme. Il est vieux. Ah, mais il est vieux, ce film. Même si c'est vrai, il a bien vieilli, comme un bon vin. Mais voilà, il a quand même vieilli. Tantôt visuellement, qu'au niveau du fond. Je suis sûr et certain que le film n'aurait pas été conçu totalement pareil s'il était sorti en 2024.
En fait, je dirais même que c'est quelque chose qui touche quasiment tous les films qui sont sortis au début des années 2000. Vraiment, ils ont tellement vieilli pour la plupart que certains aujourd'hui, ils auraient été faits autrement. Tantôt au niveau visuellement principalement, mais aussi dans une certaine mesure le propos, ce qu'on cherche à faire passer comme message. Mais c'est vrai que ce film, il a pris de l'âge, et donc nous allons essayer de voir en détail le pourquoi, et qu'est-ce qui fait que ce film, même encore aujourd'hui, peut être apprécié. Nous allons d'abord aborder le film visuellement, comment il est, et après on ira un peu plus en profondeur sur les messages, sur son humour, sur ses personnages, etc. Donc c'est parti. Le film a vieilli visuellement. Les graphismes de ce film sont quand même vieux. Malgré le fait que ce film ait plus de 20 ans, visuellement il reste très puissant. Et ça c'est aussi ça qui fait aussi la puissance de ce film. C'est sa puissance visuelle. Autant dire que le pari était quand même vachement risqué. Disons clairement les choses, ce film est très réaliste. C'est très précis visuellement. On s'approche presque du live action parfois, un peu comme les films Le Roi Lion. Bon, quand même pas Le Roi Lion d'aujourd'hui, mais pour les images de synthèse de l'époque, il est quand même vachement révolutionnaire. Regardez par exemple les êtres humains dans ce film. Puis comparez avec les êtres humains qu'on a dans Toy Story 2, qui est sorti à peu près à la même année. Il y a quand même une différence énorme. On ne joue vraiment pas sur le même terrain. Là, clairement, on est vraiment dans une autre approche. Ce film est vachement réaliste. Ce n'est pas que les décors qui sont réalistes, mais c'est aussi les personnages. Regardez-les. Regardez l'âne. Regardez la princesse Fiona, Lord Farquaad. En plus, il a une grosse tête, on dirait presque une caricature. Je veux dire, même Shrek, quand même, il est réaliste. On va s'arrêter un peu sur l'âne. D'un point de vue visuel, l'âne aurait pu nous rebuter. Il est quand même visuellement choquant. C'est un personnage qui choque. Il est très très bien fait. C'est un âne on pourrait presque croire qu'il existe. Il aurait pu être un personnage effrayant, qui pourrait effrayer les plus petits. Dans un film qui se dit familial, ce n'est pas courant de voir des personnages comme ça, hyper réalistes, très organiques, qui sont très bien faits. Et donc ça aurait pu vraiment effrayer les plus petits. Sauf que là, ici, c'est tellement bien conçu, l'univers est tellement cohérent, c'est correct, c'est bien fait. On y croit tellement à cet univers, à ces personnages. Les personnages sont bien conçus dans la caractérisation, scénaristiquement parlant. On en oublie presque le réalisme pour s'attacher aux personnages, s'attacher à l'univers. Et c'est aussi ça qui rend ce film visuellement puissant. C'est-à-dire que tantôt, certes, il a vieilli dans une certaine mesure, certains décors sont un peu vieux, l'herbe parfois, on sent que c'est très ancien, que c'est vraiment les logiciels de l'époque. Comparé à ce que les logiciels d'aujourd'hui peuvent produire en termes de réalisme, c'est pas du tout pareil. Mais tantôt, ça fonctionne tellement bien, vu que l'univers est vraiment bien conçu et que les personnages sont correctement caractérisés, ça rend le film vraiment agréable à regarder. Et ça, c'est un peu le même discours que je pourrais tenir à un film comme Toy Story 1. C'est-à-dire que ce film, lui par contre, lui il est complètement vieillot. Vraiment là, c'est vraiment, là c'est même plus un vieux monsieur là. Lui c'est un mort-vivant. C'est un mort-vivant ce film. Toy Story est un zombie. Et pourtant, même si ce film est un zombie, les personnages sont bien faits. La caractérisation des jouets de Woody, de Buzz l'éclair, des autres jouets de Monsieur Patate, de la bergère sont tellement bien. On y croit tellement à cet univers et ce malgré le côté zombie de ce film. On s'attache bien à ces personnages et du coup, le film reste encore agréable à regarder aujourd'hui, même si il a vieilli. Encore plus que le film Shrek qui, lui, a mieux vieilli de par son côté réaliste. On sent que le temps a été consacré à la réalisation, à la production, et ça se voit. S'il avait été mal dosé, il aurait pu être écœurant, il aurait pu être affreux, il aurait pu être, entre guillemets, c'est le terme, mais dégueulasse à regarder. Ça aurait pu être un long métrage dégueulasse à regarder. Et là, je pense à un film notamment qui est, à mon avis, le parfait exemple de ce que je dis. Vous avez les Schtroumpfs. Non pas les Schtroumpfs de la bande dessinée, mais le film live action Les Schtroumpfs, où ils sont à New York là. Les Schtroumpfs sortis en 2011. Je vous laisse regarder le design des Schtroumpfs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement réaliste et c'est tellement affreux que ça donne même pas envie de voir le film. Qu'est-ce que c'est que ces atrocités? Là c'est du réalisme tellement affreux. On est dans un réalisme qui n'a aucun sens et ça donne pas envie. J'ai vu ces films quand j'étais plus jeune. Je ne prêtais pas trop attention à leur réalisme. Là franchement, quand je vois ça, les films plus récents des Schtroumpfs sont mieux visuellement. C'est plus cartoon certes, mais au moins on n'a pas cette espèce de côté organique affreux là, hyper réaliste qu'on donne à ces trucs là. Pour moi c'est même pas les Schtroumpfs. Hein. Non, ça c'est juste des créatures humains déguisées en Schtroumpfs. On dirait des cosplays. Bah, ils nous cachent des choses. Hein. Bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, tout ça pour dire que s'il est mal dosé, ça peut vraiment être butant. Mais dans le cadre du film Shrek, il est maîtrisé. Maintenant que la forme a été abordée, on va passer maintenant à ce qui est plus intéressant, le fond. Ce que le film veut nous partager d'un point de vue du fond. Alors Shrek, le premier, est une parodie. C'est un détournement. C'est le principe du film.
S'il n'y a pas ce principe, ce film n'existerait pas. Ou en tout cas, l'histoire n'aurait aucun intérêt, entre guillemets. Parce qu'il y a une histoire, certes, mais l'idée là, c'est surtout de faire du détournement et critiquer Disney. Se moquer un peu de ce studio, assez cocasse d'ailleurs, étant donné que l'un des dirigeants de DreamWorks qui a participé à la production de ce film, à savoir Jeffrey Katzenberg, avant d'arriver à DreamWorks, il était à la tête de l'entreprise Disney. Et donc il avait aussi participé à la production du Roi Lion, d'Aladin, etc. Et donc c'est assez cocasse de voir que ce monsieur qui connaît bien Disney décide d'un coup de participer à la production d'un film qui va se moquer ouvertement de Disney. C'est comme une sorte un peu de doigt d'honneur fait à Disney, enfin bref. Et le détournement ici est très puissant. On détourne les contes de fées, on se moque ouvertement de Disney avec le château de Lord Farquaad qui ressemble à Disneyland. Là c'est vraiment le côté hyper suraseptisé, hyper artificiel de ces parcs d'attractions qui sont tant appréciés par les familles. Et ça montre bien à quel point ce film est vraiment ancien. C'est pas tous les jours qu'on voit un film d'animation comme ça qui se moque ouvertement de Disney, qui, je le rappelle, était quand même un studio qui était vraiment au top, notamment avec sa grande période de la Renaissance, avec tous les films qu'il y a pu y avoir. Et là, voir un film en 3D qui se moque ouvertement comme ça de la philosophie disneyienne, ça fait du bien. Aujourd'hui, critiquer Disney maintenant c'est devenu quelque chose de presque banal. Tout le monde se permet de critiquer ce studio. South Park avait fait une critique assez acerbe de Disney avec les boys bands. C'était quelque chose d'assez osé, fallait le faire en tout cas. Mais à l'époque, en 2000, ce n'était pas tout le temps qu'on voyait ça. Au vu de la place importante que Disney a dans le monde du divertissement, dans le monde des dessins animés, c'est pas forcément tous les jours que vous allez voir un film, un dessin animé qui va se permettre de se moquer de Disney ouvertement comme ça. En tout cas, à l'époque, en 2000, ce n'était pas courant. Critiquer Disney, c'est vraiment bon pour la santé, ça fait du bien. Polémiquer, comme on dit, c'est important. Ça permet aussi de démystifier tout le mythe autour de ce studio, lui permettant ainsi de se remettre en question. Et on a presque l'impression d'une coïncidence vu que la période 2000 n'a pas été une période si simple que ça pour le studio. Notamment principalement à cause des séries télévisées, de l'arrivée des films en 3D, eux qui en termes de succès piétinaient quasiment tous les films faits en images traditionnelles, donc dessinés image par une main avec du papier et un crayon. Enfin tout ça pour dire que le détournement dans ce film est bien, car comme je l'ai dit plus tôt, critiquer Disney c'est bon pour la santé, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, et ce film le fait bien. Et ça participe à l'humour du film, car c'est justement la conséquence que ce détournement va engendrer. C'est surtout le rire, l'amusement et la joie parmi les spectateurs. Concernant les personnages en eux-mêmes, ils sont plutôt attachants, chacun à leur manière. À commencer bien sûr par Shrek, le gros ogre bien laid, bien affreux, qui aurait cru qu'on allait aimer un tel personnage. Un tel personnage qui pourtant ne donne pas envie. C'est un ogre qui est laid, qui est affreux. On n'a pas envie de suivre un tel personnage. C'est presque un méchant de conte pour petits, un peu à la manière du petit chaperon rouge avec le grand méchant loup. Mais là ici, non, c'est le personnage principal, donc c'est le héros. C'est un personnage qui est correctement caractérisé. On s'attache très vite à ce personnage qui est un peu comme un patriote, il est attaché à son marais, il ne veut pas qu'il y ait des étrangers qui viennent l'embêter, mais là, là il va être dérangé, du coup ça va aussi un peu le bousculer de l'intérieur. C'est aussi ça qui est important, c'est que quand un personnage vit des situations qui le met un peu à mal, ça va aussi lui permettre de faire ressortir son mauvais côté. C'est un peu par cette perspective-là qu'on apprend à connaître un personnage. L'âne, c'est celui qui crève l'écran. Clairement, franchement, Eddie Murphy, il est trop chaud. Voilà, là il faut que je me calme. Très sympathique personnage. Il aurait pu nous effrayer par son réalisme, mais pourtant, à cause de son humour, à cause de son caractère, il est hyper attachant. Franchement, c'est difficile de le détester. Bon, parfois, il peut être un peu pénible à certains moments. C'est vrai qu'il peut parfois être pénible, mais dans l'ensemble, il reste quand même appréciable. Notamment à cause de son béguin qu'il a pour le dragon. Le dragon, quoi. Qu'il apprécie, c'est assez farfelu. Et c'est un film qui est quand même, qui est vachement farfelu quand même. Un dragon qui fait un smack sur les fesses d'un âne, c'est pas tous les jours que vous voyez ça. Lord Farquaad, un petit personnage, mais qui pourtant habite dans un énorme château, beaucoup trop grand pour lui, beaucoup trop grand pour sa soi-disant royauté. Une espèce de surenchère comme ça, avec un énorme château qui est beaucoup trop grand pour lui. Regardez, il est tout petit, un personnage tout petit qui vit dans un énorme château, on fait pas plus kéké, on fait pas ridicule pour un petit roi. D'ailleurs oui, parlons-en de ce personnage. Vraiment un sacré méchant, clairement en tout cas comparé aux autres films de Shrek. Autant dire que c'est à mon avis le seul méchant parmi tous les autres méchants qui marquent. À mon avis c'est le seul personnage, le seul méchant qui a su vraiment marquer nos esprits par rapport aux 3 autres méchants qu'il y a pu avoir dans les 3 autres films Shrek. Et ça montre bien à quel point ce film n'avait vraiment pas besoin de suite. Mais je pense que c'est surtout à cause du succès qui a fait que le film a quand même eu des suites. Quand même le méchant qu'on a, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de suite. Parce que le méchant que nous avons, il est quand même assez marquant. Malgré sa petitesse, malgré son aspect ridicule. Pourtant il marque.
À cause de son apparence d'abord, c'est un petit roi qui a une énorme tête, on dirait presque une caricature qu'on peut voir dans les journaux. Il a un béguin du coup pour la princesse Fiona, c'est un peu la Belle au bois dormant de l'histoire qui a été remaniée, qui a pourtant plus de personnalité que le personnage de la Belle au bois dormant, la princesse Aurore, qu'on peut voir du coup dans le film de Disney. Parlons-en du coup de cette princesse. Elle aussi bien pensée, c'est une princesse qui a du caractère, elle ne se laisse pas faire. Et ça c'est vraiment encourageant parce que là on a affaire à un personnage féminin qui est bien pensé, qui n'est pas simplement qu'une love interest comme on dit. Mais c'est une femme battante, elle se bat, elle ne se laisse pas faire. C'est presque une féministe avant l'heure quoi. Thanks. She's as nasty as you are. Mais mine de rien, j'ai quand même l'impression que les féministes d'aujourd'hui, on les pousse plus à pleurnicher, à se victimiser, plutôt qu'à se battre et à se défendre. Dans tous les cas, cette princesse-là, elle a du caractère, et ça change. Et elle est tout autant attachante que les autres personnages, bien évidemment. Donc là, on a affaire à 4 personnages qui sont bien pensés en eux-mêmes. Chacun à leur manière, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour ce qui est du doublage, rien à dire dessus. Mike Myers s'en sort très bien, Eddie Murphy également, Cameron Diaz également, et John Lithgow aussi. En fait, ça m'a toujours fait rigoler la philosophie que DreamWorks avait concernant le doublage. À chaque fois qu'ils produisent un film, ils vont jamais prendre un petit comédien de doublage qui a du talent, qui n'est pas forcément très connu, mais qui a quand même du talent pour doubler tel ou tel personnage. Mais non, ils vont te prendre des grands acteurs qui sont hyper populaires. Eddie Murphy, Cameron Diaz, Woody Allen, c'est que des gens hyper populaires à chaque fois. À croire que le film n'avait déjà pas assez coûté cher pour eux, ils vont encore dépenser du pognon sur les acteurs. Vraiment, le star talent dans toute sa splendeur. Mais bon, étant donné que le doublage est plutôt bien, en vrai on peut leur pardonner. Mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent de leur production, ils arrêtent pas de convoquer des grands acteurs, ils arrêtent pas d'appeler des stars pour les faire venir dans leurs films. C'est assez fou quand même comme philosophie, ça coûte cher pour le portefeuille, c'est pas vu qu'ils prennent des stars forcément. Et Mike Myers et Eddie Murphy c'est pas n'importe qui. Il y avait même eu une histoire par rapport au doublage du personnage de Shrek. En fait, Mike Myers n'avait pas été choisi en premier pour doubler Shrek. Il y avait un acteur qui avait été convoqué mais qui avait refusé, c'était Nicolas Cage. Nicolas Cage avait été convoqué pour doubler le personnage. On lui avait proposé le rôle, mais il avait refusé. Car selon ses propres dires, il ne voulait pas ressembler à un ogre laid. Voilà, ça c'est sa justification à lui. Le deuxième qui a été convoqué et qui lui avait accepté, c'est Chris Farley. Acteur qui est connu pour avoir joué dans beaucoup de films humoristiques. À l'époque de la production du film, il avait enregistré entre 80 et 90% des dialogues. Sauf qu'il y a un coup de théâtre qui va un peu secouer la production du film. Le 18 décembre 1997, Chris Farley décède suite à une surdose de combinaison entre de la cocaïne et de la morphine. Et ce décès va malheureusement bouleverser la production du film Shrek, puisqu'ils vont devoir tout reprendre de zéro, avec un nouvel acteur, du coup Mike Myers, qui dès son arrivée va demander à ce que le scénario soit réécrit pour qu'il soit adapté à l'acteur, et aussi par rapport au livre. Enfin bref, c'est une triste histoire pour le doublage du personnage de Shrek, mais qui a permis à Mike Myers de montrer ses talents en tant que comédien de doublage pour le personnage de Shrek. Autre chose qui est marquant dans ce film, ce sont en fait les citations. Ce sont les citations, les références. Ce film est très référencé, il y a constamment plein de citations à d'autres films, déjà au conte de fées, Pinocchio, Les Trois Petits Cochons, Le Mythe du Prince Charmant, Blanche-Neige, tout l'arsenal en fait de Disney qui est détourné ici pour bien sûr servir l'humour du film, ce qui est une bonne chose. Mais parfois cet humour, même s'il est bien, a parfois tendance à un peu bousculer les scènes calmes, on va dire. Les scènes plus sérieuses, les scènes plus profondes, qui vont permettre à nos personnages de développer leur caractère et d'évoluer. Je n'ai rien contre l'humour du film. Je dirais que cet humour peut parfois rendre le film beaucoup trop comique et pas assez sérieux. Les scènes sérieuses, elles sont là, elles sont présentes et elles sont bien. Mais on a l'impression que l'humour n'est jamais très loin. On a l'impression que parfois ça peut vite partir dans des situations farfelues en un claquement de doigts. Et c'est aussi parce que les scènes sérieuses, même si elles sont là, elles ne sont pas nombreuses. Face à l'humour qui est hyper présent et qui pourrait presque piétiner en fait l'aspect plus profond et plus intimiste en fait de Shrek. Disons qu'il y a en fait une sorte de déséquilibre. On a aussi affaire à un humour qui est à double sens parfois. Il y a notamment cette scène où je m'en souviens où on voit Lord Farquaad en train de regarder les princesses et notamment la princesse Fiona. Et à un moment donné, il lève un petit peu sa couverture et là, waouh, il voit son petit machin qui se lève là et là, il dirait qu'il rabaisse la couverture. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à double sens et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est une scène pour adultes, c'est pas un film pour les enfants, Shrek. Attention, ne montrez pas ça aux enfants, c'est interdit au moins de 18 ans. Oh, enfin non, quand même pas, non, je vais un petit peu loin, désolé. Mais bref, l'humour est à double sens et ce qui fait que du coup, les adultes peuvent autant apprécier que les enfants. Et notamment avec les références qu'il y a dans ce film. Notamment une référence à Matrix avec le bullet time. Et j'avoue que ce passage m'a rendu un peu confus
Parce que en regardant la production du film, je me suis demandé comment ça se fait qu'ils aient inclus une référence à Matrix alors que le film n'était pas encore sorti au moment où ils ont commencé à travailler sur le projet Shrek. Parce que oui, Shrek ce n'est pas un projet qui sort de nulle part, c'est un vieux projet qui date de 1995, juste après avoir acquis les droits du livre pour enfants Shrek. C'est une adaptation, oui, comme Disney qui adapte les contes, là on a affaire à une adaptation également, avec DreamWorks qui allait adapter ce conte dès 1995. Du coup ils ont travaillé sur le film et ont commencé les doublages. Chris Farley est arrivé pour doubler les personnages. Il y a quasiment 90% des dialogues qui ont été doublés en 1997. Mais par rapport à la référence au bullet time de Matrix, le film Matrix est sorti en 1999 et DreamWorks a commencé à travailler sur le projet Shrek en 1995, soit 4 ans avant la sortie du film. Pourquoi ? Comment c'est possible? Expliquez-moi DreamWorks, comment vous avez pu inclure une référence d'un film qui n'était pas encore sorti quand vous avez travaillé sur Shrek? Faut le faire, franchement, faut le faire. Alors je pencherai plus sur l'idée que cette scène a été inclue après coup, mais voilà, ça suscite question quand même, c'est un truc de fou. On va rapidement revenir sur la bande originale du film, qui est juste excellente. C'est une bande originale qui, malgré le côté parodique du film, suscite beaucoup d'émotions. Il y a des passages qui, grâce à la musique, deviennent plus intenses, plus marquantes, notamment lorsque Shrek et Lan doivent fuir le dragon. Il y a une musique typique de Metal Gear Solid, hein, vraiment typique infiltration, mais là c'est utilisé dans le cadre d'une scène où ils doivent fuir un dragon. On a presque l'impression qu'il y a une citation de Metal Gear Solid, et ce n'est pas si déconnant que ça parce que celui qui a composé la musique de Shrek, c'est Harry Gregson Williams, un compositeur britannique qui a notamment bossé sur justement la série des Metal Gear Solid. Mais pourtant, au-delà de la bande originale du film, il y a un morceau qui n'a pas été composé par Harry Gregson Williams, mais qui pourtant a marqué les esprits. Il s'agit de All Stars, morceau qui a été composé par le groupe de rock américain Smash Mouth. Excellent morceau en lui-même, le truc c'est qu'il a été utilisé à tort et à travers sur internet, ce qui fait que quand on l'écoute, on a un peu cet arrière-goût comme ça de caca dans la bouche, à cause du fait que ce morceau a été utilisé à outrance dans plein de sketchs humoristiques sur Shrek. Autant vous dire qu'il sera difficile de prendre au sérieux un tel morceau après avoir vu tous ces mèmes, n'est-ce pas? Toutes les parodies qu'on a pu voir traîner sur internet et qui ont utilisé ce morceau n'importe comment. Alors, je ne pose en aucun cas un jugement sur les personnes qui ont utilisé ce morceau pour se faire plaisir avec des parodies. Non, ils ont le droit. Au contraire, c'est même très bien, ça participe à la culture internet avec toutes ces vidéos qui partent dans tous les sens, qui sont farfelues. Non, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste les conséquences que ça peut entraîner en fait. Un morceau, s'il n'a pas été utilisé à outrance sur internet, on peut l'écouter sans problème. Mais par contre, s'il a été utilisé à outrance, il va y avoir comme une sensation désagréable quand on a écouté un morceau qui aurait été pensé pour être un mème, alors qu'il n'en est rien. Le morceau de All Stars n'a jamais été pensé pour le film Shrek, il est sorti en 1999. Internet a cette fâcheuse tendance à vampiriser les morceaux pour les rendre inécoutables par la suite. C'est un peu le reproche qu'on peut faire aux communautés d'internet, c'est qu'elles ont tellement éculé le film, elles ont tellement vampirisé, pas que le morceau, hein, parce que là je précise, je ne parle pas seulement que du morceau, mais aussi le film. Ce film a été tellement vampirisé, il a été tellement éculé dans tous les sens, que maintenant quand tu le regardes, tu repenses à tous ces mèmes. Alors déjà que le film ne se prend même pas au sérieux au vu du détournement qu'il met en avant dans son histoire, mais alors là avec les mèmes qu'il y a autour, là au secours, là tu ne peux même pas prendre un tel film au sérieux. On a l'impression que Internet a plus de respect pour des films comme Kung Fu Panda, Dragon, que pour Shrek. Shrek, c'est un peu le personnage avec lequel on peut jouer, qu'on peut manipuler, qu'on peut charcuter. Et du coup, malheureusement, j'ai du mal à avoir du respect pour ce personnage à cause d'Internet. Alors bien sûr, le point de vue que je partage ici est complètement subjectif. Je ne dis pas que tout le monde sera forcément d'accord avec ce que je dis par rapport aux communautés Shrek, par rapport à comment Internet utilise les morceaux pour les réutiliser à sa manière, etc. Simplement, ça me frustre. Oui, ça me frustre de voir comment certains dessins animés sont charcutés par Internet pour satisfaire ses propres désirs, en termes d'humour, en termes de bêtises, n'est-ce pas? Mais je pense que nous allons arrêter la vidéo ici. Oui, elle est finie, maintenant nous pouvons passer à la conclusion. En conclusion, ce film est l'un des films majeurs de DreamWorks, l'un de leurs premiers grands films, clairement. Et oui, c'est un grand film, l'un des plus grands films de toute la saga. Seul bémol, le film est parfois mal dosé au niveau de son humour, qui a parfois tendance à piétiner les scènes plus dramatiques. Même si elles sont présentes, elles le seront moins par rapport à toute la comédie qu'on peut avoir avec les personnages qui aiment faire les marioles, notamment Lan qui part en cacahuète à chaque fois qu'il se passe un truc. Mais cela n'enlève rien à la puissance visuelle de ce film. Tantôt il est super, tantôt il est humoristique. Bref, un film que je vous conseille, même si vous l'avez peut-être déjà vu. Mais le revoir avec un œil plus adulte, à la limite, ça pourra nous permettre aussi de mieux cerner certains passages. Avant de totalement conclure cette vidéo, j'aimerais juste revenir sur les 3 autres,
parce que je ne compte pas forcément faire de critique sur les 3 autres films, ni sur le 5e, Shrek 2. Ce film est largement au-dessus du premier, à mon avis. C'est clairement le plus grand film de toute la saga, même s'il y a encore cet esprit parodique, on est beaucoup plus dans l'histoire, on est beaucoup plus dans l'univers. Ce qui permet du coup à Shrek de prendre de l'élan pour mieux raconter ce qu'il veut nous raconter. À la limite, il est moins marquant que le premier, parce que j'avoue avoir été plus marqué par le premier que par le deuxième, mais le deuxième reste beaucoup plus réussi que le premier. Shrek le troisième. Ce film avait fait l'objet d'une vieille critique qui date de 2007 comme je l'avais dit, et là j'en parle rapidement. Alors petite anecdote, lorsque je regardais le film, c'est-à-dire il y a extrêmement longtemps, je m'étais endormi vers la fin avec la scène de bataille de fin. Donc bon, ça peut peut-être donner une idée à certains de comment est-ce que je perçois ce troisième volet. Mais ouais, c'est vrai qu'il est moins marquant, il n'est pas forcément mieux que les 2 premiers, mais il n'est pas non plus totalement mauvais. Mais c'est vrai qu'il peut être ennuyeux par moments, étant donné que là il se concentre pleinement sur l'histoire, mais bon, je ne vous le déconseille pas non plus. Shrek 4, Il était une fin, qui lui est un petit peu mieux que le troisième. Heureusement qu'ils ont appelé ce film Il était une fin parce qu'il fallait bien en finir quand même avec ce personnage. Il fallait y mettre un terme à toute cette entreprise là. Visuellement le film reste très beau et il est un peu plus marquant on va dire que le troisième et le deuxième, enfin plus ou moins. Donc je vous le conseille mais avec un tout petit peu de réserve. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois nous allons parler d'un film qui est sorti à peu près au même moment que le film Shrek. Il s'agit de Toy Story 2. Comme ça, au moins, on équilibre la balance. Voilà, il n'y aura pas de jaloux. Shrek a eu sa critique. Maintenant, son opposé, Pixar, avec Toy Story 2, aura également sa critique. Je vous donne donc rendez-vous pour la critique de Toy Story 2, qui arrivera peut-être après 2 ou 3 vidéos critiques. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Métacritique. Ciao tout le monde.